Bonjour à tous. En avril dernier, j'ai eu le plaisir de participer à Bouquet d'Histoire, le premier salon du livre d'histoire organisé par la ville de Grasse. J'y rencontrais des auteurs, des historiennes et des historiens formidables, et j'ai pensé que je pourrais vous proposer une série estivale qui vous permettrait aussi de les découvrir et d'apprendre d'eux des choses passionnantes. En 2 mots, un festival historique du podcast. Chaque lundi, retrouvez donc un nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taki en Histoire, dans cette série spéciale Grasse Summer Podcast Festival, avec ce tout dernier épisode, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Julien Wilmar, un historien spécialiste des mousquetaires. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Julien est docteur en histoire et vient de publier en 2023 un ouvrage passionnant chez Talandier qui nous plonge au cœur de l'histoire de ces célèbres soldats, souvent romantiques et mythiques, et nous offre un regard tout à fait neuf et éclairant sur ces figures emblématiques de l'histoire de France. Alors justement, commençons par une première question autour du mythe des mousquetaires. Les mousquetaires sont souvent associés à Alexandre Dumas et à ses romans. Et comment êtes-vous passé de ces représentations romancées à une étude historique rigoureuse ? Alors tout à fait paradoxalement, c'est pas vraiment le roman qui m'a incité à m'intéresser aux mousquetaires, mais plutôt l'histoire généralement. Alors pour la petite anecdote, ma passion pour l'histoire, c'est arrivé quand j'avais à peu près 6 ou 7 ans, et par l'intermédiaire d'un dessin animé, alors dérivé pour le coup de Dumas, qui s'appelait Albert le cinquième mousquetaire. Et de là, j'ai commencé à poser des questions sur Louis XIII, puis Louis XIV, et puis etc. dans l'histoire. Donc la passion est née de là. Puis j'ai oublié les mousquetaires. Et quand il a été question de choisir un sujet de recherche à la fin de la licence, j'ai consulté un ouvrage. Enfin, on lisait plusieurs ouvrages pour les cours. Et il y en avait un, c'était les valets de chambre de Louis XIV, dans lequel Mathieu d'Avina, son auteur, donc évoquait la garde du roi et notamment les mousquetaires. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, les mousquetaires, je retombe sur cette histoire sur ces mousquetaires, et je me dis, bon, je vais regarder rapidement, mais ça a sûrement déjà été étudié. Et en consultant donc les catalogues de bibliothèque, je me suis rendu compte que il n'y avait aucun ouvrage scientifique sur le sujet, aucune étude n'avait été menée sur les mousquetaires en tant que tels, preuve que en réalité, le mythe créé par Alexandre Dumas a vraiment éclipsé la vraie histoire des mousquetaires. Donc, j'ai soumis le sujet à mon futur directeur de recherche, Lucien Belli, qui a aussitôt accepté, et je me suis donc lancé dans cette étude sur les mousquetaires. Alors, pas uniquement militaire, hein, c'est un peu ce qui nous a aussi convaincus de poursuivre de master en thèse par la suite, c'est que le sujet est très ouvert, puisque ce sont des héros militaires bien sûr, mais aussi la garde du roi, mission politique, donc on va l'évoquer probablement par la suite, mais une bonne manière d'appréhender l'histoire de l'ancien régime à partir des coulisses et à partir donc de ce corps d'élite qui par la suite a été transformé en mythe par Alexandre Dumas et ses romans. Mais ce qui a été très intéressant au cours de mes études, de cette étude sur les mousquetaires, c'était de découvrir que Dumas ne sort pas les mousquetaires de nulle part. C'est pas une trouvaille qu'il a sortie de l'oubli. Au contraire, justement, le public du début du 19e siècle, quand il sort le roman, connaît les mousquetaires. Alors justement, maintenant parlons donc de ces mousquetaires, les vrais, hein, pas ceux de Dumas. Quelle est leur vie quotidienne ? Quel est leur entraînement, leur mission ? Quelle est leur place au sein de l'armée ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le mousquetaire est en tout cas réputé être gentilhomme, c'est-à-dire qu'il est noble, il appartient à la noblesse, et on n'entre pas au mousquetaire comme on entrerait dans une autre unité militaire. C'est d'ailleurs un peu un statut particulier puisqu'ils sont à la fois garde du roi, donc c'est-à-dire qu'ils assurent sa protection, et à la fois troupes d'élite sur les champs de bataille. Donc c'est un peu un parcours à part. Ce qui est certain, c'est que pour faire partie des mousquetaires, il faut avoir avoir de l'argent, puisque le roi ne fournit que 3 choses à son mousquetaire, à savoir l'arme, le mousquet, l'uniforme, et en tout cas une partie de l'uniforme, hein, la fameuse casaque bleue à croix fleur-de-lysée, et le logement. Ce sont les 3 choses qu'il fournit. Le reste est à la charge du mousquetaire, que ce soit la nourriture, que ce soit l'équipement, y compris le cheval, l'épée, etc., etc. Donc c'est déjà une deuxième condition, hein, pour devenir mousquetaire. C'est donc
conditions sociales, il faut être noble, et conditions financières, il faut avoir les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au quotidien? En dehors de leur mission habituelle, le mousquetaire va rester bien généralement dans les casernes, hein. Je précise que d'ailleurs au passage, ce sont quasiment les seuls, c'est les premiers en tout cas à recevoir des casernes attitrées, hein, au cœur de Paris. Puisqu'il y avait deux compagnies de mousquetaires, il y avait une caserne rue du Bac et une caserne rue de Charenton, hein. Il reste encore quelques vestiges aujourd'hui. Et au quotidien, eh bien, ce quotidien va évoluer puisque à l'origine, Louis XIII ne va vouloir dans ses mousquetaires que des soldats expérimentés, des hommes expérimentés qui ont quelques campagnes militaires à leur actif et qui vont pouvoir à la fois assurer sa protection avec efficacité et en même temps assurer les charges habituelles d'un homme de la garde du roi. Et par la suite, dans la seconde partie de son règne, Louis XIV va transformer les mousquetaires pour en faire une école. Et là, à ce moment-là, on va avoir beaucoup de jeunes gens sans formation qui vont venir justement se former aux mousquetaires. Et c'est là où le quotidien devient intéressant parce qu'on va croiser aux mousquetaires à la fois des jeunes et à la fois des plus anciens qui vont vraiment faire leur carrière. Et ces plus anciens vont devenir en quelque sorte des instructeurs pour ces mousquetaires élèves qui vont en fait apprendre le maniement des armes, apprendre à monter à cheval, etc. Et donc cette école des mousquetaires très réputée, qui va voir passer les plus grands noms de la noblesse, puisque un maréchal de France sur deux au XVIIIe siècle a été mousquetaire au tout début de sa carrière, eh bien ces mousquetaires vont former donc les futurs officiers de l'armée qui vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, pour ensuite assurer des charges d'officier dans d'autres régiments. Et au XVIIIe siècle, cette école va devenir très réputée, notamment dans la cavalerie. Ils vont se spécialiser donc dans l'équitation. Les mousquetaires, ils font partie donc de ce qu'on appelle la garde du roi, que Louis XIV va institutionnaliser sous le terme de maison militaire. Et dans cette maison militaire qui assure la protection du roi, il y a plusieurs unités. Et parmi ces unités, la plus prestigieuse, parce que la plus ancienne et la première dans l'ordre de préséance, donc la première devant toutes les autres, ce sont les 4 compagnies donc des gardes du corps du roi, qui sont des compagnies à la fois d'infanterie à l'intérieur des palais, puisque c'est eux qui assurent la protection rapprochée du roi, et compagnie de cavalerie pour tous les déplacements du roi. Ensuite viennent les gendarmes, puis les chevaux légers du roi, et enfin les 2 compagnies de mousquetaires qui ont une particularité, ce sont à la fois ce sont des fantassins montés. Ils vont préfigurer en fait ce que vont devenir les dragons par la suite. Et ces mousquetaires, avec les chevaux légers et les gendarmes, forment ce qu'on appelle la garde du dehors, c'est-à-dire qu'ils vont assurer la protection du roi uniquement quand il sort de ses résidences, hormis quelques exceptions. Et au sein de l'armée, en fait, par rapport au reste de l'armée, Louis XIV a voulu que ces unités de la maison militaire deviennent une forme d'élite de l'armée, un peu comme la vieille garde de Napoléon, un peu comme la garde impériale, à la différence que Louis XIV va toujours insister pour que ces unités chargent à la tête de toutes les autres troupes et soient les premières au contact. Et donc le but, c'est vraiment d'acquérir de la gloire, de l'honneur en fait au contact de l'ennemi, en éprouvant son honneur, hein, au contact de l'ennemi. C'est un peu ce que Corneille écrivait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh bien l'idée, c'est vraiment là, c'est que le gentilhomme, puisqu'ils sont gentilshommes, ils vont acquérir cette gloire et cet honneur au contact direct de l'ennemi en première ligne, et nécessairement leurs faits d'armes, leurs victoires vont rejaillir sur le roi et donc sur sa gloire personnelle. Donc ce sont des soldats, on a bien compris, mais est-ce qu'ils vont jouer aussi un rôle politique, notamment dans les intrigues de la cour? La fonction par essence des mousquetaires était bien d'assurer la garde du roi. Ils ont été créés pour ça et c'est leur objectif. C'est un peu tout ce que je viens d'expliquer. Ensuite, la deuxième mission que Louis XIV va leur assigner très tôt au début de son règne personnel, c'est une mission d'ordre politique. Ils vont assurer un peu une forme de police politique de la monarchie, un peu ce bras armé de l'arbitraire royal, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter complètement arbitrairement, sur décision du roi, des personnages politiques influents, mais gênants aux yeux du roi. Le premier en question, c'est le surintendant des finances Nicolas Fouquet, qui a donc été reconnu coupable, enfin reconnu, que Louis XIV en tout cas a suspecté de pour parler crûment, piquer dans la caisse du Trésor royal pour financer quelques projets personnels comme la forteresse de Belle-Île ou son château de Vaux-le-Vicomte. Donc pour Louis XIV, qui doit renforcer son pouvoir absolu dans la lignée de ce que Louis XIII et Richelieu ont lancé, eh bien il doit s'entourer donc
d'hommes de confiance et il doit écarter ceux sur qui il ne peut pas compter. Donc Fouquet devient gênant et il va désigner D'Artagnan en particulier, qui est alors sous-lieutenant des mousquetaires, comme celui qui doit arrêter Fouquet. L'affaire est complètement secrète, c'est un long processus de plusieurs mois qui se met en place et c'est D'Artagnan et nul autre qui doit arrêter les mousquetaires escortés par donc ces mousquetaires. Ce sont vraiment les hommes de confiance. Colbert, qui est dans le secret, avait proposé quelqu'un d'autre, des gardes du corps, mais Louis XIV, non, va insister, c'est un mousquetaire qui doit arrêter. Et là va se mettre en place un processus qui va se retrouver dans plusieurs arrestations par la suite, qui va faire des mousquetaires non pas uniquement ceux qui vont arrêter les personnages influents, mais ceux qui vont devenir les geôliers de tous ces personnages gênants pour le roi. Donc, là, D'Artagnan arrête Fouquet, c'est quasiment la seule fois où on voit les mousquetaires arrêter quelqu'un, mais par la suite, ça va être un officier des gardes du corps qui arrête, et les mousquetaires qui vont servir de geôliers. Pour Fouquet, D'Artagnan va être le geôlier de Fouquet jusqu'à la toute fin de l'année 1664, et par la suite, on va avoir d'autres grands noms de la noblesse, notamment le duc du Maine, qui va être arrêté par les mousquetaires, donc le duc du Maine, ce fils légitimé de Louis XIV, qui gênait le régent en 1718, et qui va ordonner donc son arrestation par un garde du corps et gardé par un mousquetaire jusqu'à sa libération. Et donc là, on a un processus qui se met en place. C'est vraiment un rôle politique, alors peu reluisant, qui va perdurer au licenciement du mousquetaire, jusqu'au XVIIIe siècle, dans ces nombreux conflits qui vont opposer, par exemple, Louis XV au Parlement de Paris, hein, le Parlement qui est une cour de justice au sein de laquelle le roi enregistre les édits du royaume, donc les lois du royaume, mais il va y avoir des conflits, le Parlement va refuser d'enregistrer ces lois, et bien il va y avoir des bras de fer entre les deux, et Louis XV va utiliser les mousquetaires pour arrêter ou en tout cas faire pression sur ces magistrats du Parlement, notamment en recourant à ces fameuses lettres de cachet dont je précise, il ne faut pas surestimer non plus la portée. À la Révolution française, on a beaucoup dit, ben voilà, c'est la preuve de l'arbitraire du roi. Oui, en réalité, le roi utilisait sans abus, sans excès ces lettres de cachet, mais ça permettait en tout cas de soustraire un personnage gênant du processus judiciaire habituel. Donc c'est une manière de voilà, on arrêtait par exemple comme Fouquet, on les arrête et on les met dans des prisons d'État, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas devant une cour de justice, en tout cas pas tout de suite. Fouquet lui va être jugé par la suite, mais à la base non, c'est une arrestation complètement arbitraire. Alors, ces mousquetaires, il y a un problème par rapport à l'image qu'on se fait d'eux, c'est que on les imagine souvent l'épée à la main, et donc des combats d'épée, mais leur nom même indique que leur arme principale est le mousquet. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement Dumas avait raison? Alors, bien sûr, le mousquetaire vient du mousquet. Alors, le mousquetaire, c'est simplement le soldat qui porte le mousquet, hein. Il y avait des mousquetaires dans tous les régiments. D'ailleurs, la confusion vient souvent hein, quand on voit mousquetaires dans les sources, à savoir si ce sont les mousquetaires du roi ou pas. Alors, très rapidement, quand ce sont les mousquetaires du roi, il est précisé du roi. Mais leur nom vient bien du mousquet. À l'origine, il s'agissait des carabins du roi, institués par Henri IV au tout début des années 1590. Il va armer cette unité de carabines et ils vont prendre le nom de carabins. Et en 1622, Louis XIII, qui est particulièrement content de ces carabins, va décider de moderniser le corps et va faire troquer les carabines par des mousquets. Et donc les carabins vont nécessairement devenir des mousquetaires. Alors, il y avait à cette époque, rien de plus étonnant que de voir un mousquetaire à cheval, puisque le mousquetaire est un fantassin, il combat à pied, et la raison est très claire, c'est que le mousquet pèse entre 6 et 8 kilos, et qu'on a besoin d'une fourquine, c'est-à-dire un bâton de bois qu'on enfonce dans la terre, sur lequel on va poser le mousquet pour ajuster le tir. Donc on ne tire pas au mousquet depuis le cheval, hein, on met nécessairement pied à terre. C'est ce qui démontre d'ailleurs l'effet polyvalent des mousquetaires, le double service à pied et à cheval. Hein, ils combattent aussi bien à pied et à cheval. Alors ça, c'est le mousquet. En réalité, sur toute leur existence, je ne les ai vus moi, enfin dans les sources, utiliser le mousquet qu'une seule fois à la guerre. C'était lors de la bataille des Dunes en 1658. La plupart du temps, en fait, ils vont utiliser l'épée. Donc Alexandre Dumas ne s'y est pas trompé. En fait, l'épée, c'est l'arme noble par excellence. Or, si on se souvient bien, les mousquetaires sont presque tous gentilshommes, on se bat pour la gloire, pour l'honneur, pour le roi, etc. Et donc il laisse tomber très vite le mousquet, qui est très long à recharger, au profit de l'épée, c'est-à-dire qu'il charge très vite, à pied, en courant, et en plus, le mousquet, c'est un peu l'arme du lâche.
c'est celle qui met l'ennemi à distance, qui ne permet pas justement d'éprouver son honneur au corps à corps, puisque c'est là, dans le blanc des yeux, qu'on va vraiment démontrer toute sa valeur et tout son honneur. Tant pis si on meurt, c'est pas grave. Ça fait partie de l'idéal chevaleresque que les mousquetaires et que la plupart des gentilshommes portent, c'est-à-dire qu'on doit éprouver son corps, son honneur au combat. Si on trouve la mort, eh bien ça s'inscrit dans cet imaginaire de la noblesse, des valeurs de la noblesse. Donc la plupart du temps, on les voit utiliser en effet l'épée donc à la guerre. D'accord. Et existe-t-il des traces de femmes mousquetaires qui auraient servi comme mousquetaires? Alors, moi, je n'ai pas trouvé de traces de femmes mousquetaires dans mes recherches. Quelquefois, mais ce sont des anecdotes, c'est-à-dire que une femme avait revêtu une casaque de mousquetaire et était au théâtre, non pas sur scène, mais bien dans le public, et se faisait passer pour un mousquetaire. Alors, on l'a vu dans le, dans, dans les gradins, et au moment où on a essayé de l'arrêter, elle s'est enfuie, et donc on n'a pas pu l'identifier ni savoir de qui il s'agissait. Mais non, bien sûr, être mousquetaire du roi, être membre de la garde du roi, c'est bien sûr une tâche d'homme, ce qui ne veut pas dire que les mousquetaires n'étaient pas mariés, hein. Donc on a beaucoup de mousquetaires qui sont mariés, qui du coup ne sont pas obligés d'habiter à l'hôtel des mousquetaires, qui peuvent habiter en ville directement. Les seuls à habiter avec toute leur famille à la caserne, ce sont les musiciens. Eux, ils avaient le droit d'emménager avec femmes et enfants au sein de la caserne. Mais donc non, ça c'est resté très cloisonné. Donc nulle femme n'est mousquetaire sous l'Ancien Régime. Alors, les mousquetaires sont-ils connus à l'étranger? Ont-ils inspiré des unités similaires dans d'autres pays? Les mousquetaires vont vraiment être connus à travers toute l'Europe, et ils vont même finir par supplanter la plupart des autres unités de la garde du roi, hein. Si on se souvient, les gardes du corps étaient les plus prestigieux, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais le mousquetaire, par sa réputation acquise à la guerre et par l'uniforme si emblématique, va quelque part symboliser l'ensemble de la maison du roi. Alors, depuis Louis XIV, cette maison militaire du roi symbolisait un peu l'orgueil des rois de France sur le champ de bataille, et cette évolution, comme je disais, va supplanter les autres, est très marquante sur des tableaux britanniques de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où on voit notamment le roi George II vainqueur à la bataille de Dettingen en 1743, et ce roi George II qui était présent à la bataille marche sur le champ de bataille, sur ce tableau, et on voit à ses pieds un mousquetaire mort, qui en quelque sorte symbolise justement c'est ce qui faisait l'orgueil du roi de France, dont les Britanniques sont venus à bout. C'est un peu un symbole, voilà, finalement, ce mousquetaire par ces divers éléments, qui fait que ils vont représenter en quelque sorte cette maison militaire. Et c'est cet uniforme qui va vraiment cristalliser un peu la plupart des valeurs, évidemment liés avec leurs faits d'armes, avec leurs actions, alors plus ou moins glorieuses, hein, notamment les missions politiques qu'on évoquait tout à l'heure. Quand et pourquoi les compagnies de mousquetaires ont-elles été dissoutes finalement? Alors les mousquetaires, vont connaître une double dissolution en quelque sorte. La première, elle intervient en 1775. C'est dans le cadre des réformes lancées par Louis XVI au début de son règne, hein. On a donc un nouveau roi qui décide un peu de réformer le royaume, et notamment de réduire les dépenses, puisque Louis XV a laissé les caisses relativement vides. Et parmi ces sources de dépenses, il y a notamment les mousquetaires et les membres de la garde du roi. Alors, les mousquetaires, on s'en souvient, à l'origine, font partie de la garde du roi. C'est leur rôle premier. Et ce n'est que petit à petit que Louis XIV leur assigne des missions militaires. Or, à partir du XVIIIe siècle, les missions militaires vont s'estomper de plus en plus, parce que, puisqu'ils deviennent une école, les généraux ne vont plus vouloir les exposer à la tête de toutes les troupes, puisqu'ils sont composés de la plupart de la jeune noblesse. Donc on ne va pas aller sacrifier la jeune noblesse sur les champs de bataille. Donc on va les retirer progressivement de la première ligne, d'autant plus qu'ils ne sont plus vraiment adaptés. L'art de la guerre a changé au XVIIIe siècle, hein. On privilégie maintenant le tir en ligne, les effectifs d'infanterie décuplés, alors que les mousquetaires étaient spécialistes en gros dans les coups d'action, les coups d'éclat, les opérations commando. Donc ils ne sont plus vraiment adaptés. Donc pour toutes ces raisons, on va les retirer du champ de bataille. Or, ils continuent à coûter très cher. Et
Louis XVI et son ministre de la guerre, le comte de Saint-Germain, vont dire ça sert à quoi de payer des unités qui coûtent aussi cher, donc ils vont décider de licencier une partie de la maison militaire. Les mousquetaires vont être licenciés en 1775 avec la compagnie des grenadiers à cheval qui faisait partie aussi de la garde du roi, et deux autres unités, les chevaux légers et les gendarmes, eux, vont voir leurs effectifs complètement réduits au cours de l'opération. Donc 1775, il n'y a plus de mousquetaires, mais en 1814, donc, quand Louis XVIII vient à Paris et monte sur le trône, il va décider, à la surprise générale, de reconstituer l'ensemble de la maison militaire sur son pied d'Ancien Régime, sur le modèle Louis XIVien, et il va rétablir les deux compagnies de mousquetaires qui, là, vont connaître un succès phénoménal. Il va y avoir beaucoup de jeunes gens qui vont vouloir entrer, et non plus uniquement des jeunes gentilshommes. Là, on va avoir vraiment des jeunes gens issus de toutes les couches de la société qui vont vouloir entrer aux mousquetaires. Pourquoi? Eh bien parce que le souvenir de leur fait d'armes est encore bien présent, leur manière de se battre et toutes ces valeurs qu'ils défendaient vont finir par, ce que moi en tout cas j'appelle ainsi, vont finir par caractériser ce qu'on pourrait appeler l'esprit français, la valeur, le courage, la camaraderie, l'entraide, etc. Et en fait, c'est un peu ça qui va être cristallisé autour des mousquetaires, qui va expliquer ce succès. Le peintre Géricault, notamment celui du radeau de la Méduse, aurait été d'ailleurs mousquetaire dans sa jeunesse. Et donc succès fulgurant, mais de courte durée, puisque ils ne vont pas résister aux 100 jours. Napoléon remonte sur le trône, Louis XVIII s'enfuit avec toute la maison militaire, il l'abandonne à Béthune, et là, ils vont être démobilisés par les troupes impériales. Et quand, après la défaite de Waterloo, Louis XVIII revient à Paris et remonte sur le trône, là, il va quand même bien se rendre compte que une maison militaire sur son modèle d'Ancien Régime, ça a quand même des relents un peu d'absolutisme, et donc il va opter pour une garde plus sobre. Donc les mousquetaires vont à nouveau être, mais là définitivement licenciés en 1815. Et j'ai tendance à dire que si en 1815 ils ont un pied dans la légende, ils vont avoir les deux complètement dans la légende en 1844, quand Alexandre Dumas va sortir le roman, quelques temps après. On est dans cette ambiance romantique, nostalgique vis-à-vis de ce passé glorieux de la France. Et entre 1815 et 1844, les mousquetaires ne vont pas être oubliés, à tel point que dans la galerie des batailles du château de Versailles, ce fameux musée de l'histoire de France voulu par le roi Louis-Philippe, il y a plusieurs tableaux donc qui évoquent les grands moments de l'histoire de France. Il y en a deux notamment qui représentent les mousquetaires. Le premier, c'est le siège de Valenciennes, 1677, au cours duquel les mousquetaires ont pris la ville d'assaut en 3/4 d'heure. C'est un grand fait d'armes. Et on voit les mousquetaires qui prennent la ville. Et deuxième tableau, c'est la bataille de Fontenoy, 1745, où là, on a un mousquetaire qui amène un étendard britannique à Louis XV. Et si les peintres ont décidé de représenter des mousquetaires, c'est bien que ils étaient connus du public et on les associait vraiment à des faits d'armes, à une réputation déjà bien acquise. Donc, en gros, quand Dumas sort le roman, il ne sort pas les mousquetaires de la poussière, ils sont encore bien ancrés dans les esprits. D'accord. Ma dernière question est c'est une question un petit peu clin d'œil, mais est-ce que leur devise était vraiment un pour tous, tous pour un? Alors déjà, attention, dans la culture populaire, la devise des mousquetaires, c'est un pour tous, tous pour un. Or, cette devise est déjà erronée par rapport au roman. Parce que dans le roman, c'est tous pour un pour tous. Et là, il y a vraiment une différence. Le un pour tous pour un, c'est l'individu qui est mis en avant, un pour tous, tous pour un, et c'est accessoirement la devise de la Suisse, et le tous pour un pour tous met en avant plutôt le collectif, qui est plus cher à l'esprit de Dumas. Pour la petite anecdote, cette devise n'apparaît qu'une fois dans le roman, mais elle est devenue célèbre. Pourquoi on a commencé à penser un pour tous pour un? Dans un des films avec Jane Kelly, eh bien, la traduction a été mal faite et on est parti sur le un pour tous pour un. Bon, anecdote fermée. Donc ce n'est pas la devise des mousquetaires. La vraie devise des mousquetaires qui est sur leurs étendards, c'est pour la première compagnie Quoruit et Letum, et qui signifie une bombe qui tombe sur une ville, et qui veut dire en gros, par là où ils passent, les mousquetaires, comme cette bombe, ils vont semer la mort et le carnage. Donc c'est
un joyeux programme. Et la devise de la deuxième compagnie, c'est Alterius Iovis Altera Tela, qui renvoie au contexte de création de cette compagnie en 1660. C'est Mazarin qui avait donné cette compagnie à Louis XIV comme cadeau de mariage, parce qu'il avait vu que le roi aimait beaucoup les mousquetaires de la première compagnie, donc lui offre la sienne. Alterius Iovis Altera Tela. Ils vont signifier donc les nouvelles armes d'un nouveau Jupiter, en quelque sorte. Et leur cri de guerre, donc qui serait plus le pendant de ce tous pour un pour tous, c'est tout simplement à moi mousquetaire. Quand un mousquetaire était en difficulté, il criait à moi mousquetaire, et là, s'il y avait des mousquetaires dans les parages, il venait prêter main forte, mais de la même manière que les soldats du régiment d'Auvergne, par exemple, criaient à moi Auvergne, et là, voilà, il y avait des camarades qui venaient prêter main forte. Mais l'esprit de corps était quand même très marqué aux mousquetaires. Justement, tous pour un pour tous. Moi, de toutes mes analyses, j'ai quand même si ils ont été mythifiés en quelque sorte par Dumas dans le roman, je pense que si les mousquetaires sont encore immortels aujourd'hui, enfin, je pense que si les mousquetaires sont devenus immortels, c'est plus grâce au cinéma, justement, parce qu'un des premiers films de l'histoire, au début des années 1900, Georges Méliès, c'est une adaptation des mousquetaires, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des sorties cinématographiques sur les mousquetaires, et même si Dumas est le numéro un des ventes quand un film sort, comme l'année dernière, en 2023, quand les Mousquetaires sont sortis au cinéma, Dumas a été le premier des ventes avec les Trois Mousquetaires, c'est quand même grâce au cinéma, et c'est vraiment le cinéma donc qui fait perdurer les Mousquetaires dans la culture populaire. Oui, c'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que vous avez été le conseiller historique des derniers films Les Mousquetaires qui sont sortis, films français. Merci beaucoup Julien Wilmar pour toutes ces explications, et donc nous en savons désormais grâce à vous un peu plus sur les Mousquetaires. Merci beaucoup. Merci à vous.